Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonsoir, mon nom est Diane Régimbalde. Au nom du Comité Femmes du Centre québécois du PEN international, nous sommes heureuses, les lectrices et moi, de vous présenter notre lecture pour Mémoire, écrivaines pour la liberté. Nous allons vous faire entendre des écrivaines pour la force et le courage de leurs écritures en prêtant nos voix à leurs textes. Elles viennent d'un peu partout, du 20e et du 21e siècle, de la Turquie, de Syrie, d'Haïti, d'Autriche, du Canada, des États-Unis, de l'Afrique, de France. Elle se nomme Asli Erdogan, Mara El Masri, Marie-Vieux Chauvet, Monique Bosco, Léane Betasamosake Simpson, Toni Morrison, Tanella Boni, Marianne Cohn. Nous remercions le Festival Métropolis Bleu d'avoir proposé notre lecture dans le cadre des journées Mémoire pour l'espoir au Salon du Livre de Montréal. Nous remercions sincèrement les éditeurs qui nous ont permis de lire gracieusement ces textes. Mémoire d'Encrier, Bruno Doucet, Élitis, Actes Sud, Zulma, Christian Bourgois. En tant que coordonnatrice du Comité Femmes, je remercie les membres du comité qui liront ce soir également de brefs textes qu'elles dédient à la douleur des femmes et à la nécessaire liberté d'exister en tant que femme. Martine Audet, Germaine Beaulieu, Denise Deshôtels, Louise Dupré, Dominique Gaucher, Laure Morali, Laurie Saint-Martin, Élise Turcotte et moi-même. Romancière, journaliste, militante pour les droits humains, ceux des femmes en particulier. Asli Erdogan est née en Turquie en 1967, de parents qui ont été détenus et torturés par les différents régimes turcs qui se sont succédés dans les années 80-90. Elle est elle-même arrêtée en août 2016 et libérée sous contrôle judiciaire à la fin de cette même année. Le PEN Club de Suède lui a remis en 2016 le prix Tucholsky, décerné aux auteurs qui luttent pour la paix et la liberté de la presse dans des conditions difficiles. Depuis 2017, elle vit à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne. Asli Erdogan reçoit de nombreux prix de reconnaissance, dont le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes en 2018. Le 14 février 2020, un tribunal d'Istanbul acquitte la romancière turque des accusations de tentative de porter atteinte à l'intégrité de l'État et d'appartenance à un groupe terroriste et ordonne l'abandon des poursuites pour propagande terroriste. Son dernier titre, dont nous lirons un court extrait, est traduit en français par Julien Lapère de Cabane et paru en 2020 chez Actes Sud, Requiem pour une ville perdue. Femmes surgies des grottes, des vallées, des cauchemars, des souterrains. Elles avancent ensemble, titubant, s'accrochant les unes aux autres, d'un pas lent qui semble tâter le sol sur lequel elles marchent. Visage couleur de cendre, en costume de cape, de guenilles, de plumes défaites. L'une appuyée sur des béquilles, l'autre sur un morceau de bois flanqué de roulettes, une autre le front ceint de bandages, telle une couronne d'épines. Pansements qu'elles ont elles-mêmes fabriqués, afin d'empêcher leurs blessures de suinter. Suivant l'appel des cloches, elles se rassemblent comme des ombres étranges, farouches. Fantômes de la nuit du corps, liés par une chaîne invisible, elles paraissent avoir survécu au poignard d'un maître jaloux.
Elles progressent comme un fleuve asséché coulant vers un désert sans fin, laissant dans leur sillage une trace dérisoire. Bandage défait, poignée de peau humaine, visage aux expressions usées jusqu'à la corde. Biographie qui s'effrite en lambeaux comme une écorce à laquelle elles se sont arrachées. Et le sang, un sang crasseux, car jaillit des abysses du cœur, un sang au parfum de roses sauvages. Elles se sont rangées dans les escaliers, immobiles, presque pétrifiées, pareilles à des statues qui peuvent à chaque instant basculer. Seule la pierre, par son immobilité, sa ténacité, sa patience, avait su accueillir l'âme humaine pour la restituer 1000 ans plus tard. Avec leurs visages ombrageux qui s'empourprent et s'obscurcissent dans la lumière du soir, telles les virgules arbitrairement placées d'un récit qui à l'éternité se dédie, telles les notes d'une mélodie inouïe, ou que la terre, en l'entendant, revêtira de cendres, que l'ombre engloutira. Jamais spectacle ne fut plus effrayant, aussi effrayant que le rire d'une femme dont les jambes gangrenées virent au violet foncé, ou que la phrase qu'elle chuchote à l'oreille de son ami. Aussi terrifiant que la phrase qui l'encourage à persévérer, à se tenir droite, à ouvrir l'œil, à continuer d'attendre. Et elles attendent, silencieuses, patientes, immobiles, regardant le monde qui s'efface dans ces noires pupilles qui ont appris à voir non ce qui est déjà, mais tout ce qui n'est pas. Lentement, elles se résignent à ces cloches muettes, à cette attente, au débris d'une existence que le temps s'est lassé de broyer. Maram al-Masri, née en Syrie en 1962, elle entreprend des études à Damas avant de s'exiler à Paris où elle connaît une situation difficile. En 2003, Cerise rouge sur un carrelage blanc la révèle au public francophone. 4 ans plus tard, elle obtient le prix de poésie de la Société des gens de lettres pour « Je te regarde » avant de publier « Je te menace d'une colombe blanche » aux éditions Segers. Sa poésie, saluée par la critique des pays arabes et traduite dans de nombreuses langues, fait d'elle une des grandes voix féminines du Moyen-Orient. Elle a publié plusieurs titres aux éditions Bruno Doucet, dont Elle va nue, La liberté en 2013, qui lui a mérité le prix Antonio Vicaro et le prix Al-Bayan. Entendons quelques extraits de ce livre. L'avez-vous vu? Il portait son enfant dans ses bras et il avançait d'un pas magistral, la tête haute, le dos droit. Comme l'enfant aurait été heureux et fier d'être ainsi porté dans les bras de son père, si seulement il avait été vivant. Mon fils est beau. Mon fils est un héros. La dictature est jalouse des héros. Il est un héros et c'est mon amour, la lumière de mes yeux. Elle tourne avec lui, fière, et le présente aux autres qui pleurent. Dans ses bras, son fils qui sourit dans le cadre de la photo. Elle. Maman, c'est quoi la liberté? Sa mère, quelque chose de très cher. Elle. Alors nous, on ne peut pas l'acheter? Sa mère, c'est pour cela qu'ils nous la font payer de notre vie. Les enfants de Syrie, emmaillotés dans leur linceul comme des bonbons enveloppés. Mais ils ne sont pas en sucre,
Ils sont de chair et de rêve et d'amour. Les rues vous attendent, les jardins, les écoles et les fêtes vous attendent, enfants de Syrie. C'est trop tôt pour être des oiseaux et pour jouer dans le ciel. Raconte-moi une histoire, demande l'enfant, né en prison d'une mère violée. Le visiteur commence. Il était une fois un petit garçon qui vivait dans une maison pourvue de fenêtres donnant sur la rue. Qu'est-ce que ces fenêtres? Interrompt l'enfant. C'est un trou dans le mur où le soleil entre et les oiseaux s'y posent. Qu'est-ce que c'est? Oiseau? Réplique l'enfant. Le visiteur prend un crayon et dessine sur le mur une fenêtre et un enfant avec des ailes. Dans une photo souvenir, le jeune de 20 ans s'allonge au milieu des champs. Dans les plantes vertes de son village, il pose fier de sa jeunesse. Il ne sait pas, ou peut-être il sait, que bientôt il sera leur sève. « 15 mars 2013, 5000 femmes dans les prisons syriennes. Que faites-vous, mes sœurs, quand vos seins gonflent et durcissent de douleur? Quand la souffrance déchire votre ventre, que la tristesse vous inonde, et que le sang coulant entre vos jambes noircit, durcit. Que faites-vous de l'odeur? Comment faites-vous, mes sœurs, quand vos règles arrivent dans les prisons froides et obscures? 15 mars 2013. 1 364 268 réfugiés. Qu'emportent-ils avec eux, les réfugiés? En hâte, ils ramassent ce qu'ils peuvent de leurs affaires. La plupart d'entre eux les mettent dans des sacs en plastique, déchirés comme leur vie, anciens comme leur peur. Ou peut-être les emballeront-ils dans un drap. Peut-être n'auront-ils pas le temps d'enfiler même leurs chaussures. Les réfugiés fuient la mort, mais ils entendent ses pas résonner derrière eux. Ils courent avec leurs sacs et l'espoir de revenir. Ils dépasseront les frontières, découvrant que tout ce qu'ils ont emporté est tombé de leurs sacs troués. Elle va nue, la liberté, sur les montagnes de Syrie, dans les camps de réfugiés. Ses pieds s'enfoncent dans la boue et ses mains gercent de froid et de souffrance. Mais elle avance. Elle passe avec ses enfants accrochés à ses bras. Ils tombent sur son chemin. Elle pleure, mais elle avance. On brise ses pieds, mais elle avance. On coupe sa gorge, mais elle continue à chanter. Couvre-le, couvre-le. Mon cœur tremble comme un nouveau-né abandonné, sorti du ventre de la patrie nue. J'étais en train de marcher, fatiguée. Je regarde derrière moi. Je me vois en train de tirer une montagne de tristesse avec ma main droite, une montagne d'espoir avec ma main gauche. Marie-Vieux Chauvet est née à Port-au-Prince en 1916 et décédée en 1973 à New York. Femme de lettres, dramaturge et romancière, elle s'insurge contre les abus de tout genre
dont sont victimes les femmes, les malheureux, les déshérités et les opprimés. Elle publie plusieurs romans, tous dominés par la question de l'égalité et de la justice. En 1960, sous le régime dictatorial de François Duvalier, Marie-Vieux Chauvet écrit un nouveau roman, Amour, colère et folie, dont elle envoie le manuscrit à Simone de Beauvoir, qui soutient sa publication aux éditions Gallimard en 1968. Peu de temps après la publication de cet ouvrage, elle se voit contrainte d'en interdire la diffusion sous la menace duvalieriste qui pèse sur elle, sa famille et ses proches. À la suite de cette interdiction et des risques pour sa vie et celle des siens, Marie-Vieux Chauvet s'exile à New York. Là, elle écrit un dernier roman, Les Rapaces, publié en 1971. Entendons un bref extrait d'Amour, colère et folie, publié aux éditions Zulma. C'était comme si, brusquement, la terre violentée, saccagée par un effroyable cataclysme, s'était ouverte pour nous engloutir. Des gens couraient, hurlaient. Je bondis vers la porte pour l'entr'ouvrir et, agenouillée, je glissais mes regards au dehors. Un coin de ciel tropical, bleu indigo, capta comme par dérision mon attention. Bleu indigo délayé d'eau qu'un peintre austère et silencieux, armé d'un gigantesque pinceau, promenait, infatigable, à l'horizon sans fin. Ciel d'Haïti, ciel incomparable créé tout exprès pour servir de cadre aux mapous géants, à la verdoyance sans faiblesse d'une nature choyée par un éternel printemps. Des balles sifflant à mes oreilles me firent rapidement rentrer la tête et refermer la porte. Silence et consternation, silence de peur, silence de mort. Écoutait-il, comme moi, tressauter le cœur? Le silence pesait sur nous comme une plaque de ciment et nous n'osions plus bouger, tapis dans la terreur, dans notre terreur commune où nous nous tenions invisiblement enlacés comme au fond d'un trou sans air, agglomération stagnante de lâches et de pleutres. Sortir de ma terreur. Je vais sortir de ma répugnante terreur, seule, drapée d'une majesté ancestrale. Ils me verront apparaître, moi, le poète inoffensif et rêveur, et offrir un front serein à leur bal. Mensonge. Le poème traverse après de nombreux méandres le champ de ma pensée et s'y fixe comme pour me tromper sur mon propre compte. J'ai peur. Le martèlement de leurs bottes vient de me sidérer. Les voilà, qui passent devant ma maison. J'ai barricadé la porte d'entrée en poussant contre elle, après l'avoir fermée à clé. La vieille commode pourrie de peau de bois, les 4 chaises de paille, la petite table en pitch-pain et la malle où j'enferme mes livres et mes paperasses. J'agis, mais par un curieux effet de dédoublement, j'entre patiemment là où j'entends crier, là où je suis certain que les diables assassinent. Je m'abrite du danger tout en m'accusant de lâcheté, tout en ayant horreur de mes réactions. J'ai dans la malle quelques poèmes inédits, comme le sont d'ailleurs tous mes poèmes, traitant de l'enfer et des diables. De quoi me faire trouer de balles sans pitié. Personne, jusqu'ici, n'a su par intuition les décrire aussi bien que moi. Bien avant de les avoir vus, je les ai peints beautés, armés, habillés d'un rutilant uniforme rouge et noir garni de boutons d'or. Le symbole, je l'ai compris. Flamme incandescente, brûlante au fond d'un gouffre, d'où les damnés verraient, suprême et odieuse tentation, ruisseler sans fin une pluie d'or. Rouge, noir, or, flamme, gouffre, ambition, inutile. Je ne peux pas écrire. Je tâcherai de conserver de mémoire ce poème qui me tracasse. Rouge, noir, or, flamme, gouffre, ambition, couleur subjugante de la damnation. Monique Bosco, née à Vienne en 1927 et décédée à Montréal en 2007, quittera Vienne à l'âge de 4 ans avec ses parents, se retrouvera à Paris,
puis à Saint-Brieuc, sera caché à Marseille pendant la guerre, immigrera à Montréal en 1948, où elle étudiera, enseignera, écrira une œuvre dense, récompensée par le prix Athanase David et dont plusieurs textes seront marqués par l'exil. Fragment du Kaddish de l'orpheline, extrait de Miserere, publié aux défuntes édition 3 en 1991, qui sera lu ce soir, est de cela. Un bel ouvrage collectif avec Monique Bosco, paru en 2017 chez Mediapol, co-dirigé par Nadine Teff et Claire Varin, lui est dédié. Fragment du Kaddish de l'orpheline. Ma seule étoile est morte. Le cœur de toute chose, pour moi, s'est figé. Foudroyer le cœur unique dont le battement seul rythmait le mien, pourtant cela tape et frappe et cogne encore dans la cage rouillée. Quel horloger divin saura retrouver le vrai mouvement, le battement primordial? Inutile d'espérer, je le sais fort bien, cela fut perdu. Nulle mémoire n'en demeure, seule la trace, mémoire autre, geste autre et pourtant semblable. Tout s'efface, mais jamais complètement, proprement, au tableau noir de l'enfance. Les signes de craie demeurent, après que l'éponge a maladroitement été passée en surface. Équation illisible, écriture indéchiffrable désormais, que nul Champollion ne pourrait décoder, même après une vie d'efforts assidus. De temps à autre, on bute sur une épave, imprévisible. Cela, donc, aura survécu au naufrage. Comment reconstituer avec ce seul fragment une scène réelle et belle, intacte, haute en couleurs où rien ne manquera, ni l'intensité de la voix du moment perdu, la diaprure exacte du soleil et le nombre suffisant d'étoiles doux dans le ciel noir brillant de l'été? À jamais divisé entre l'avant et l'après. Rien d'autre n'est certain. Une petite voix intérieure tente de se frayer un chemin jusqu'au clair-obscur de la conscience. Rien ne m'importe plus désormais depuis ce deuil. Depuis ce deuil, personne ne sait ou ne veut ou ne peut me parler. Surface lisse de la parole creuse et évidée comme une calebasse. Calebasse inutile qui n'étanchera aucune soif, ne servira à rythmer aucun battement de tambour. Rythme premier de la danse noire et gaie. Aucun son éclatant, rire ou sanglot ne me sera plus arraché. J'ai fait vœu de silence pour mieux retrouver ce qui fut dit depuis le premier jour. Cette absence pourtant prévue et redoutée depuis l'origine n'a pas pris la forme escomptée, indéfiniment étrange. Des rêves prémonitoires m'avaient pourtant été offerts. Rêves absurdes et sanglants, flous et imprécis, et pourtant précis, maniaques, comme l'exige la folie mortelle. Maintenant, je ne rêve plus guère, ni de guerre, de paix, de massacre, de révolte. Tout se situe au plus près du corps. Ce corps qui porte seul la faute d'être toujours là, en souffrance, en attente. Personne ne nous a jamais promis, pour lui, d'épiphanie ou de dormition. Juste la banale honte d'une médiocre survie momentanée. Trop long sursis que n'exigera nul avocat. Aucune erreur judiciaire ne le justifie. Je me traîne, voyez, comme prisonnière. Derrière des barbelés invisibles. Écrivaine, professeure, musicienne, membre de la communauté Michi-Sagig Nishnabeg, Léane Beta-Samosake-Simpson est l'une des figures de proue du mouvement de la résurgence autochtone au Canada. Elle se distingue comme étant l'auteur de plusieurs ouvrages et articles sur les questions autochtones au Canada,
ainsi que pour sa participation au mouvement I Don't Know More. 2 titres sont parus en français chez Mémoire d'Encrier, Cartographie de l'amour décolonial, paru en 2018 et dont nous entendrons quelques extraits, et On se perd toujours par accident en 2020. Tous 2 traduits par Natacha Canapé-Fontaine et Ariane Desrochers. Elle explore dans ses textes l'existence actuelle des peuples et collectivités autochtones, en particulier celle de sa propre nation Nishnabeg. Ces personnages s'efforcent de réconcilier leur désir de vivre, une vie pleine de tendresse avec le combat qu'ils livrent quotidiennement pour survivre aux injustices passées et présentes causées par le racisme et le colonialisme. Fuite. Route de terre. Fenêtre baissée. Ma petite. Trop parfaite pour ce monde. L'immédiat des moustiques. L'humidité asphyxiante. Mon petit oiseau qui chante. Une Oketché d'Akawe de 5 ans. Pleurant en silence, larmes pétrifiées sur la banquette arrière, jusqu'à ce que le barrage éclate enfin. Tu es le souffle au-dessus de la glace du lac. Tu es celle à qui les grands-mères chantent au travers des rapides. Tu es la semence, épargnée des alliés, l'espace entre les étreintes. Elle va toujours s'en souvenir. Tu es rébellion, résistance, réimagination. Son corps se souviendra. Tu es route arrachée, barricade de 27 jours, l'antithèse des prospecteurs miniers. Elle est incapable d'en parler pendant 1 an. Le 6e de sa vie. Pour chacune de tes questions, il y a une histoire cachée sous la peau des forêts. Prends-les comme flamèches, comme nourriture, comme chanson d'amour, comme médecine. Tu es d'un lieu d'une inébranlable puissance, celle qui détient nos histoires, celle qui se prononce. La possibilité pour les mots prononcés, pris en embuscade. Tu n'es pas un réservoir pour la honte du colonisateur blanc. Même si je suis le refuge qui t'a manqué. Chanson d'amour pour Attawa-Piscat. Ils m'ont nourri d'une histoire, puis d'une autre, la tournant sur elle-même jusqu'à ce qu'elle devienne la balle de laine effilochée qu'elle a toujours été. Les mensonges blancs sont comme ça. Mais moi, je vois autre chose. Parce que je n'ai pas de maison pour contenir des sentiments comme ceux-là. Dans ma télé, j'ai vu les grands yeux bruns de vos enfants porter une lumière au travers du cadre. J'ai vu le coin du sourire timide de Gouézen porter 10 000 ans de bienveillance. J'ai vu les jambes joufflues et brunes d'un nourrisson et ses grosses joues roses. J'ai vu les lignes sur le visage d'une coucoume, celle qui te dessine depuis le début des temps, celle dont le corps est un magnifique instrument de récit. Dans ma télé, j'ai entendu le silence d'une tente, parce qu'on peut entendre le silence. Il suffit d'essayer. J'ai entendu vos aînés, vos danseurs, vos musiciens, vos poètes. J'ai entendu vos cueilleuses de baies, vos perleuses, vos conteuses, vos coucoumes. J'ai entendu vos chasseurs, vos trappeurs, vos pêcheurs, vos hommes et femmes médecines. Dans ma télé, j'ai retenu le bruit de votre grande rivière qui s'écrase, se précipite, accouche. La vie sur la terre accouche. La vie avant les bagues de diamants accouche. La vie avant les eaux usées. J'ai retenu la jeune voix de cette courageuse,
sur la colline volée, dite au Guimaha qui n'écoute jamais, au Guimaha qui n'est pas capable d'écouter, au Guimaha qui refuse d'écouter, qu'elle a besoin d'une école. Et dans ton ciel bleu lumineux, au-dessus du froid qui fait craquer les os, je portais avec moi un seul drapeau canadien, sans tronc manquant, une bande rouge déchiquetée et perdue. L'autre s'envolant. Dans le souffle, des rochers qui se séparent. Toni Morrison est née en 1931 à Lorin, dans l'Ohio, et décédée à New York en 2019. Elle fut romancière, essayiste, critique littéraire, dramaturge, librettiste, professeure de littérature et éditrice américaine. Après des études de lettres et une thèse sur le thème du suicide dans l'œuvre de William Faulkner et de Virginia Woolf, elle devient professeure aux universités de Texas Southern, Howard, Yale et Princeton et éditrice chez Random House. Elle est lauréate du prix Pulitzer en 1988 et du prix Nobel de littérature en 1993. Descendante d'une famille d'esclaves, elle est connue pour avoir donné une visibilité littéraire aux Noirs et s'être imposée comme un phare de la culture afro-américaine. Elle a été membre du PEN America et vice-présidente du PEN International en 2006. En 2016, on lui décernait le PEN Saul Bellow pour sa contribution à la littérature américaine. Beloved est l'un de ses titres les plus connus, traduit en français par Hortense Chavrier et Sylviane Rué, et paru aux éditions Christian Bourgois. Je suis Beloved. Et elle est à moi. Je la vois séparée des fleurs et des feuilles. Elle les met dans un panier rond. Les feuilles ne sont pas pour elle. Elle remplit le panier, elle écarte l'herbe. Je l'aiderais bien, mais les nuages me gênent. Comment dire des choses qui sont des images? Je ne suis pas distincte d'elle. Il n'y a pas de contour où je m'arrête. Son visage est le mien et je veux être là, à l'endroit où est son visage, et le regarder en même temps. C'est chaud. Tout est maintenant. C'est toujours maintenant. Jamais ne viendra le temps où je ne suis pas recroquevillée à en regarder d'autres qui sont recroquevillés aussi. Je suis toujours recroquevillée. L'homme sur ma figure est mort. Son visage n'est pas le mien. Sa bouche sent bon, mais ses yeux sont verrouillés. Certains qui mangent se salissent. Je ne mange pas. Les hommes sans peau nous apportent leur eau du matin à boire. Nous n'en avons pas. La nuit, je ne vois pas l'homme mort sur ma figure. La lumière du jour entre par les fentes et je vois ses yeux verrouillés. Je ne suis pas grande. Les petits rats n'attendent pas que nous dormions. Quelqu'un se débat, mais il n'y a pas de place. Si nous avions plus à boire, nous pourrions faire des larmes. Nous ne pouvons pas faire de sueur, ni lâcher de l'eau le matin, alors les hommes sans peau nous apportent la leur. Une fois, ils nous apportent des pierres douces à sucer. Nous essayons tous de laisser nos corps derrière nous. L'homme sur ma figure l'a fait. C'est dur de se faire mourir pour toujours. On dort un peu et on revient. Au début, nous pouvions vomir. Maintenant, nous ne le faisons plus. Maintenant, nous ne le pouvons plus. Les dents de l'homme sont des jolis petits points blancs. Quelqu'un tremble. Je le sens par là. Il lutte dur pour quitter son corps, qui n'est qu'un petit oiseau tremblant. Il n'y a pas de place pour trembler, alors il n'arrive pas à mourir. On tire mon homme mort à moi de ma figure. Ces jolis points blancs me manquent. Maintenant, nous ne sommes pas recroquevillés. Nous sommes debout, mais mes jambes sont comme les yeux de mon homme mort. Je ne peux pas tomber parce qu'il n'y a pas de place. Les hommes sans peau font beaucoup de bruit. Je ne suis pas morte. Le pain est couleur de mer. J'ai trop faim pour le manger. Le soleil me ferme les yeux. Ceux qui réussissent à mourir sont en tas. Je n'arrive pas à trouver mon homme, celui dont j'ai aimé les dents. C'est chaud. La petite colline de gens morts. C'est chaud. Les hommes sans peau les poussent par-dessus bord avec des perches. La femme est là avec le visage que je veux, le visage qui est à moi. Il tombe dans la mer qui est de la couleur du pain.
Elle n'a rien de piqué dans les oreilles. Si j'avais les dents de l'homme qui est mort sur ma figure, je mordrais le cercle autour de son cou. Je mordrais et il se détacherait. Je sais qu'elle n'aime pas cela. Maintenant, il y a de la place pour se recroqueviller et regarder les autres recroqueviller. C'est d'être recroquevillé qui est maintenant, tout le temps maintenant, à l'intérieur. La femme qui a mon visage est dans la mer. C'est chaud. Tanella Boni est née à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en 1954. Écrivaine, philosophe et professeure de philosophie à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, elle est poète, romancière, nouvelliste, essayiste, critique littéraire et critique d'art. Elle écrit également des livres pour enfants. Ses poèmes et ses essais philosophiques portent notamment sur la manière dont les femmes et les hommes peuvent vivre en humain et conserver leur dignité face à la violence. Son ouvrage « Que vivent les femmes d'Afrique », publié en 2008, s'intéresse à la place des femmes en Afrique, au féminisme et aux stratégies de résistance et de révolte féminine. Elle est considérée comme l'une des voix féminines majeures de la littérature africaine. Son recueil, Là où il fait si clair en moi, a été publié aux éditions Bruno Doucet en mars 2017. Éclairés à la lumière du jour, leurs rêves ont pris corps à la tombée de la nuit. Aux premières lueurs de l'aube, ils s'habillent de dignité, avec fierté. Ce sont des humains libres qui entament un voyage. Mais le chemin qu'ils tracent de leurs pas endoloris n'est jamais perçu comme un prélude à la longue marche. À chaque porte, ils franchissent des péages à haut risque. Pas sûr qu'ils arrivent à bon port, pas sûr qu'ils retrouvent le chemin du retour. Leurs rêves pourraient être suspendus. Dès la première marche de l'escalier qui ne mène nulle part. L'escalier qui résiste à tout vent depuis qu'il compte la lenteur des saisons. Rêve, transparent, qui reste inaperçu, comme rêve de rêveurs de grands rêves. Quand le monde tourne à l'envers, rêve invisible aux corps fermés et aplatis, ce sont des huîtres sans parole, livrées aux objectifs des caméras du monde. Ils voguent, des corps et des corps décharnés qui émergent squelettes aux rêves lentement échoués sur une plage déserte de la rive du monde. Visages invisibles, corps momifiés, aux rêves avortés. Au milieu de la traversée, des corps échoués par milliers. Au clair de la lune qui leur tisse un linceul, aux bons soins de passeurs de pierre qui ignorent les noms des humains. Assassinés par des chasseurs de rêves, ensevelis dans la mer tombeau, corps sans nom, sans sépulture, seul le vent marin les accompagne depuis le premier matin du monde. Ils ignorent les affres de la mer quand la nuit est si épaisse, quand portes et fenêtres disparaissent de l'horizon nébuleux. C'est un flux, une simple flambée d'eau, sans visage, sans regard. On croit que ce poids humain ne pèse pas une idée. Milliers d'anonymes engloutis par la mer. Des rivières de violence emportent les corps. Nulle part dans le ciel d'interminables débats parmi les frontières et les barbelés qui fleurissent de plus belle. À l'orée du monde, où dorment des pirogues en épave. Ce sont tes congénères débousselés par les flots. Puisses-tu ne jamais les oublier? Des rêves émiettés, mais résistants, comme brins d'espoir chevillés au corps. Ils ne sont pas nés pour le voyage. La bifurcation intime a surgi dans l'enclavement faute de fenêtres donnant sur le grand jour.
Il fuit l'herbe asséchée au petit matin, l'herbe tuée, amassée par des mains accapareuses. Des mains rusées qui partent secours quand l'aide devient un fardeau. Aucune envie de tendre la main. Quand l'espoir de gagner sa vie s'amenuise, s'efface, disparaît sur la pointe des pieds. L'exil est comme ça, mot détestable qui prend aux tripes. Impossible de s'en défaire dans une ville aux impasses. Même les chenilles ont des rêves. Quand il n'y a pas d'issue à la marche du jour et que la terre humide qui les enveloppe marque le pas avant l'entrée en chrysalide. Les chenilles ont toujours des rêves. Quand elles rampent et rampent avant de devenir papillons. Les humains aussi ont des rêves, pourvu qu'ils puissent les vivre à l'abri des regards indiscrets. Marianne Cohn est une résistante allemande née en 1922 à Mannheim et morte assassinée en 1944 en Haute-Savoie. Elle est l'aînée d'un couple d'intellectuels allemands d'ascendance juive, mais détachés de la religion israélite et peu liés à la communauté juive d'Allemagne. Alfred Cohn, son père, est un ami d'école de Walter Benjamin. Elle sauve de la déportation plusieurs centaines d'enfants en les faisant passer clandestinement en Suisse. Un poème de Marianne, retrouvé dans la poche de l'un de ses vêtements, constitue son seul témoignage des atrocités perpétrées par les nazis, des souffrances endurées pour ne pas trahir. « Je trahirai demain, dit-elle, dans cette ode à la liberté. » Elle sera assassinée par ses tortionnaires le 8 juillet 1944 en Haute-Savoie, à quelques jours de la Libération. Bruno Doucet lui rend hommage dans un roman paru en 2014, « Si tu parles, Marianne », publié aux éditions Élitis. Je trahirai demain. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage. Moi, je sais. Vous êtes 5 mains dures avec des bagues. Vous avez aux pieds des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre. Il ne faut pas moins d'une nuit pour renier, pour abjurer, pour trahir. Pour renier mes amis, pour adjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bourreau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. Et maintenant, place aux auteurs et à leurs textes. Un poème de Ma tête est forte, de celle qui danse. Des mondes éparses, bien sûr. Des os de marbre et la fourrure du temps. Je peux, torsion pour apparence, une lueur brève et son désastre. Je peux, encore tempête, encore naufrage, le dos au mur en quelques fresques, des voix qui posent sur un silence. Le cœur est une mise en forme. Il est ce qui bat dans le soleil des larmes, ce qui meurt quand plus rien ne tremble. Dérive. Naître. Déjà une finalité.
Dans nos corps de mortels, liberté évanescente. À l'aveugle, la route dessinée. Entre possible et réel, duel constant. Vite, saisir une part d'existence. Instinct de survie, chevilles liées, fuir plus vite, plus loin. Le corps avance, fonce, plein souffle, l'inconnu. Pouvoir, endoctrinement. Peut-on s'arrêter, vivre autrement le temps, raviver ses désirs, conscience souveraine, demain, rêve ou réalité? Entre l'obscurité de la nuit et la noirceur des hommes. Asli Erdogan. Sombre consolation. 2. Où même les arbres ont refusé de se taire. Tant de cris désespérément roulent, dure issue, que mémoire sous écorce. Comment résister, croire, écrire, du mordant dans les paumes, dire jour, dire j'aime, à vif, jusqu'à très haut, où poussent bras, branches, rêve ailés, où veille chèvre rouge de Chagall, un Christ en croix, Babel solidaire. Dans l'obscur des gorges, écrire grave, en chacune d'elles, dire même la noirceur murmure, son goût d'élan et de constellation. Une voix, une seule voix qui pleure tout près, et nous revient à la mémoire la détresse du monde. Rejetée le long du corps, tels des doigts dénudés, incapable de cacher les yeux, d'essuyer la joue. Nuit immense jetée sur nos épaules à nous, incroyants, qui avons pourtant appris, il y a longtemps, à répondre à l'appel. Et l'on apporte nos fragilités et quelques psaumes pour voir à nouveau des rires sur les lèvres et nos filles plus robustes que des croix. On ouvre les bras, oui. Poème, liberté, minuscule, consolation. Nimbé de lumière, tu es l'air que je respire. Invisible, impalpable, compagne depuis ma naissance. Faut-il une menace pour que se dessinent tes contours? Dans certains ailleurs, j'étouffais, tu manquais à l'appel. Il me faut te faire le tour du monde, étendre ta clarté à la surface du globe. Orange sanguine. Je ne te parlerai pas de la laine de figue des vieux marchands dans la rue. Je n'étais pas sur ce bateau d'Alger à Marseille. À l'épaule, un pays, un autre dans le ventre, appui bleu de cobalt. Les amis, les maisons, les ancêtres en sillage, je n'ai pas senti les siècles emplir ma chemise, la solitude déchaînée des roulements de mon corps. J'ai bu le jus de l'orange sanguine pressé par une main résistante. Quand je suis née, quand elle est morte, entre les deux, un seul visage. Les orangers des yeux de ma grand-mère, une sanguine mélancolie étouffée, à grandes brassées d'eau de Cologne. Un serpent à deux têtes encercle notre poignet. Enlacée, je me noie dans l'amour. Ma grand-mère dit qu'elle est africaine. Elle se libère de la terre déchirée. Au plus clair de la lumière. Cours, fais courir la pensée. Pousse-la au bout de tes doigts. Vois le temps qu'il fait.
compose les ensembles des partitions de soulèvement, écrit liberté sur un pétale de fleurs, forme les vœux, fait confiance à ceux qui exhortent à venir, proteste, défend les droits communs, suit le poème traversé par les ombres de l'histoire, croise les dés, l'ailleurs des pas, fouille au plus clair de la lumière, invente des tas, des cumuls, pour mieux rester dans l'entendement du vivant. Existe, persiste, fort, puise, mélange, pétrit, honore, partage, chante. Ce soir, je m'interdis les envolées lyriques. Ce soir, jusqu'au bout, je me ferai l'écho de la voix des autres. Ambai, écrivaine du sud de l'Inde, m'a parlé à l'oreille l'autre jour. Dans une de ses nouvelles, une femme qui fait un long voyage cherche en vain, lors d'un arrêt de son autobus, un endroit où faire ses besoins sans être dérangée. Elle voit une statue de Gandhi, le père de l'indépendance nationale, et se dit que l'Inde sera vraiment indépendante lorsqu'il y aura des toilettes pour les femmes partout, pour qu'elles n'aient pas à souffrir et à se retenir. Cette image, terre à terre et symbolique à la fois, m'habitera toujours. La liberté prend de nombreuses formes, la privation de liberté aussi. Oui, la liberté est poésie et envol, mais aussi accès à l'eau, à la nourriture, à des toilettes publiques, à la dignité dans l'infiniment petit, qui est aussi l'infiniment grand. Fuite. Dans chaque espace de solitude, les voix me secondent. Je traverse la rue, je vois le visage du chien au sommet du langage. Je ne dis pas un délit de prose. Je ne dis pas un triste poème à la main. J'entends des bruits de klaxons, des couples en chicane. Le temps fracturé, un grand oiseau qui vole, une enquête qui traverse la forêt. Je cours vers le mémorial, il est fermé. Je cours vers l'histoire. Je demande qu'on ouvre les barrières, que les morts reviennent, que rien ne soit encore né. Je suis pliée, je suis patiente, j'insiste. Je participe au sauvetage de filles esclaves. Je dois faire des liens. Je me souviens, tu te souviens. Il y a eu des aveux. Dos contre la montagne, j'ai avalé toutes les paroles, une à une. Militons, creusons un tunnel sous la pierre, déterrons le poème. Le monde est peuplé de fantômes, moi aussi je m'échappe. En portrait, en graines d'ortie, par la porte du cachot, par le ciel étoilé du donjon. Je poursuis ma route, le pétrole brûle par là, il faut se précipiter. Bientôt, ce ne sera plus ça. Bientôt, l'idée même de paysage disparaîtra, puis renaîtra, un soupir dans un compartiment de 3e classe. Je m'intéresse à la voix qui déchire le ciel, courir vers le mur, lire le nom des disparus, ouvrir l'éventail en bois de poirier. J'écris ceci, d'autres voix me ramènent au large. Nous espérons que vous avez apprécié la lecture. Nous remercions le Centre québécois du PEN international pour ses actions en regard de la défense des écrivains, écrivaines, journalistes, traducteurs, traductrices. En 2021, nous célébrerons le 100e anniversaire du PEN international avec les quelques 145 PEN de par le monde. Le comité femmes est fier de ses actions en adéquation avec l'ensemble des comités femmes de plusieurs PEN sur tous les continents. La défense de la liberté d'expression est plus que jamais essentielle à notre humanité. Et les femmes, particulièrement, ont un besoin profond et essentiel de solidarité et de défense de leur existence, car le droit des femmes et de leur parole est un des premiers droits opprimés dans le monde. Merci.